Merci de préférer Évasion Guinée pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La présentation du MPR, Mouvement pour la République, au menu d'une conférence de presse ce samedi. Le président de cette nouvelle formation politique s'est dit disposé à jouer sa partition sur l'échiquier politique guinéen. Après l'attaque, la contre-attaque, le ministre de l'Énergie et le coordinateur général de l'EDG ont dénoncé et rejeté en bloc les propos tenus récemment par le président de l'UFR. Explication dans ce journal. Et puis, les albinos et les handicapés unis pour un même combat, celui contre les préjugés dont ils estiment être l'objet. C'est le grand format de cette édition. Voilà, mesdames et messieurs, pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Mais d'abord, la première dame de la République a offert hier soir un dîner gala humanitaire dans un réceptif hôtelier de la place. Les recettes de cette soirée et les fonds collectés devraient permettre à la Fondation Condé Guéné-Kaba pour la promotion de la santé maternelle et infantile de venir en aide aux personnes vulnérables et aux enfants déshérités de Guinée. Fanta Conté. C'est en prélude à l'événement Arbre de Noël que la Fondation FCDK Prosmi compte organiser le 22 décembre prochain que la première dame de la République a offert ce dîner gala de bienfaisance et de solidarité en faveur des plus démunis. Les recettes et les fonds collectés serviront à payer des cadeaux que l'épouse du chef de l'État et sa fondation vont offrir aux enfants déshérités des orphelinats de la capitale et aux personnes démunies ainsi qu'aux meilleurs élèves des établissements scolaires du pays. Cette soirée a connu la présence des membres du gouvernement et leurs épouses, les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités en Guinée, les représentants d'institutions nationales et internationales, mais aussi des grandes personnalités du pays et certaines sociétés de la place. Tous venus apporter leur soutien à la fondation de la première dame pour l'atteinte de ses objectifs, notamment celui de la promotion de la santé maternelle et infantile. La cérémonie a débuté par la projection d'un reportage sur les activités menées par la FCDK Prosmi au cours de l'année 2012. Les fruits de la cérémonie d'aujourd'hui permettront à la Fondation d'organiser le 22 décembre prochain l'Arbre de Noël des enfants de Guinée. En effet, 500 enfants venus des orphelinats, des centres d'accueil et des quartiers défavorisés bénéficieront de goûters et de cadeaux de Noël. Soyez fiers, chers contributeurs, car il y a votre empreinte pour tout cadeau reçu ce jour par un orphelin, un enfant vulnérable ou un élève méritant. Le programme phare de la Fondation est la promotion de la santé maternelle et infantile. Offrir des meilleures conditions de vie aux enfants déshérités et venir en aide aux personnes en situation difficile, c'est le cheval de bataille de la Fondation FCDK Prosmi. C'est pourquoi la représentante de Ragia Guéné-Kaba Condé n'a pas manqué de remercier toutes les bonnes volontés qui œuvrent inlassablement à la matérialisation de ce projet. Pour l'atteinte de tous ces objectifs, la Fondation Condé Guéné-Kaba pour la promotion de la santé maternelle et infantile sollicite l'appui et le soutien de tous, décideurs, partenaires au développement, ONG nationales et internationales et toutes les personnes de bonne volonté. Nous avons besoin de vous pour la réalisation de nos projets. Grâce à vous, la femme, l'orphelin et le vulnérable ne se sentiront plus délaissés et ne se sentiront plus seuls. Je ne puis terminer mes propos sans encore une fois de plus remercier toutes les bonnes volontés qui œuvrent pour l'amélioration des conditions de vie des populations les plus démunies. Cette soirée de gala humanitaire a été surtout marquée par la prestation de l'ambassadeur de la musique guinéenne, Sekouba Bambino Diabaté et ses collègues du groupe Africando qui ont offert aux invités une soirée de rêve inoubliable. Sans oublier le défilé de mode des stylistes guinéens. À signaler que la suite de cette soirée est prévue ce samedi au Palais du Peuple, toujours avec l'international Sekouba Bambino. Ambiance festive dans une soirée empreinte de convivialité. Politique, comme annoncé dans les titres, le président du MPR, Mouvement pour la République, a animé ce samedi une conférence de presse à Conakry. Au menu de cette rencontre, la présentation du MPR, mais aussi l'analyse de la situation socio-politique et économique du pays. Aboubakar Arafan Kamara nous en dit plus.
C'est une rencontre qui vise à faire la présentation du mouvement pour la République MPR et montrer aux Guinéens les ambitions qu'il compte réaliser, notamment dans le domaine sociopolitique et économique du pays. Pour le président du MPR, il est temps d'adhérer à ce nouveau parti qui défend les intérêts de la Guinée, mais aussi qui possède un projet de société intéressant. Le MPR n'est pas un parti de plus. Le MPR condense et exprime un horizon qui prime sur tout, c'est-à-dire le destin de la Guinée. Le MPR confirme une option, celle d'une totale adhésion aux valeurs démocratiques et aux principes de la République dont la Constitution est le socle inoxydable. Il est question d'une initiative dont le cœur ne bat que pour plier le destin à notre commune volonté de répondre aux défis majeurs des temps présents, à savoir le bien-être des populations dans un climat de paix, de stabilité et de liberté. Cet ancien membre du PUP croit non seulement à l'esprit de créativité des femmes guinéennes, mais aussi des opérateurs économiques qui sont des ressources indispensables pour le développement de la Guinée. S'agissant de la date des élections législatives, il affiche son scepticisme. Le MPR est un appel urgent aux femmes de Guinée, parce que le développement de la société se mesure avant tout à l'aune du bien-être des femmes. Le MPR est un appel urgent aux opérateurs économiques, créateurs de richesses et parmi les principaux acteurs de notre indispensable décollage économique. Le 12 mai, c'est une farce. Le pouvoir a pensé que peut-être dès qu'ils vont dire 12 mai, l'opposition allait monter sur les grands chevaux pour qu'on nous indexe pour dire que bon, ils ne veulent pas. Pour tenir le 12 mai, il faut qu'au plus tard, le 28 mars, le président de la République signe le décret convoquant le corps électoral et ouvrant la campagne. Cela veut dire 70 jours avant. Le président de l'AFAG, Alliance des forces vives d'avenir de Guinée, quant à lui, se dit disposé à tout moment pour accompagner ce nouveau parti. Il fait partie encore des rares personnes qui m'ont mis sur la voie de venir en politique en tant qu'acteur. Nous partageons les mêmes idéaux, la même conviction et nous partons pour les mêmes objectifs pour notre pays. Ce parti MPR s'engage à rejoindre les autres blocs politiques pour, dit-il, défendre les principes de la démocratie. Honorable Cheikh Tidiane Traoré, transfuge du RPG Arc-en-Ciel, désormais dans l'opposition. Sur un tout autre plan, après la sortie médiatique fracassante du président de l'UFR, qualifiant notamment de fantôme la société Kama, qui exécute une partie des travaux d'électrification avec EDG, réponse du berger à la bergère, le ministre de l'Énergie et le coordinateur général de l'EDG sont passés à la contre-attaque. Elhadj Papakoli Kourouma et Abdoulaye Keita ont tenté de tourner en dérision les propos tenus par Sidya Touré. Les explications dans ce reportage de Salim Kamara, rendu en studio par Billy Nankouma Kondé. En la faveur du point de presse sur le bilan de l'EDG tenu hier à la centrale de Tombo-Troa, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique et le coordinateur général de l'EDG ont donné un droit de réponse à l'intervention récente sur les ondes de l'ancien Premier ministre Sidya Touré. Une intervention qui, d'après ses autorités, parlait des performances du président de l'UFR dans le cadre de l'électricité en 1996 et fustigeait les efforts de l'EDG. Papakoli Kourouma dément l'information de Sidya qualifiant de fantôme la société Kama, une entreprise d'électrification qui travaille avec l'EDG. Je crois qu'il y a une insuffisance d'information au niveau de M. Sidya. L'EDG, dans ses procédures normales, a procédé à une consultation restreinte des entreprises sur la base d'une étude qui a été menée par le cabinet ESCOM en 2006. C'est ainsi que la meilleure des offres a été faite par l'entreprise Kama. Au moment où je vous parle, cette entreprise a déjà fait la fourniture à hauteur de 80-95%. Les travaux sont pratiquement réalisés à hauteur aujourd'hui en moyenne d'entre 60 et 70%. Sidya Touré aurait parlé de ses performances dans la procédure d'électrification du pays. Techniquement, le coordinateur général de l'EDG qualifie la partition de l'ancien Premier ministre d'insignifiant. Le Premier ministre Sidya a installé 3 groupes dans une centrale thermique qu'on a appelée Tombo 4. La puissance réelle était de 10 MW. Nous avons 130 quartiers à Conakry. 10 MW, c'est l'équivalent du courant qui alimente 10 quartiers. Et il s'en avait à dire que lui, il a donné le courant à la ville de Conakry. Ça dit techniquement, ce n'est pas possible. Ofoy Boigny a donné le courant à la Côte d'Ivoire.
Malgré la guerre et les 10 ans de crise, il y a toujours le courant n'est pas parti. Si Sidi avait donné le courant à la Guinée, aujourd'hui la Guinée n'allait pas être dans l'obscurité. Des témoignages des travailleurs présents dans l'institution pendant le passage de Sidi Touré à la primature ont confirmé d'une part l'explication technique du coordinateur général et fustigé d'autre part certaines attitudes de l'ancien Premier ministre. Quand les groupes-là doivent donner 10 MW, les 2,5 MW servaient à alimenter ses propres auxiliaires. Donc quand vous prenez 80% des 10 MW, et vous ne donnez que 8. Rien que pour la journée d'hier, la production totale pour alimenter Conakry est estimée à 144 MW. Monsieur Sidi Touré est arrivé, il nous a rendu visite à nos bureaux à Énergie. C'était bien Énergie. Quand il est reparti, notre ministre, M. Fassine Fofana, est venu, il m'a convoqué, il m'a dit que le Premier ministre veut de la pick-up Toyota Hilux qui est garée là-bas, IT 1489. Je dis pourquoi. Il dit qu'il en a besoin. Et M. Sidia a pris le véhicule qui a servi à la construction de l'immeuble Le Golf ici. C'était le premier choc. L'EDG a d'ailleurs annoncé traduire devant la justice le président de l'UFR après avoir étalé des situations de malversation financière dont il a été auteur dans le secteur de l'électricité. Restons dans le sillage de l'EDG pour dire que la Guinéenne de l'électricité a défendu hier le bilan de ses activités depuis l'élection du professeur Alpha Condé à la tête du pays. Un bilan que la société juge globalement positive avec, dit-elle, des perspectives permettant une électrification durable. C'était à la faveur d'un point de presse qui s'est tenu à la centrale Tombo 3. Plus de précisions avec Salim Kamara. Devant un parterre de journalistes apparemment intéressés, le coordinateur général de l'institution en charge de l'électricité a informé sur plus d'une dizaine de projets en cours d'exécution pour une électrification durable du pays. Abdoulaye Keita a commencé par le projet Kaleta, le plus grand barrage en Guinée de par sa puissance, dont les travaux sont en avance, dit-il, par rapport au calendrier d'exécution. Aujourd'hui, on constate avec joie que le projet Kaleta est même en avance sur le chronogramme, le planning qui a été proposé par nos partenaires. Un délai de réalisation de 48 mois, un coût de réalisation de 526 millions de dollars américains. C'est le plus grand barrage hydroélectrique jamais construit en Guinée. 240 MW. Lorsque vous faites la somme des barrages construit par les régions précédentes, cette somme est inférieure à la puissance de Kaleta. D'autres barrages hydroélectriques seraient en phase d'exécution comme Fomi avec une puissance de 80 MW sur le Niger, Daboya, 4e barrage sur le fleuve Samou, a souligné Abdoulaye Keita. L'adjonction thermique de 150 MW, la réhabilitation des centaines de pylônes vandalisés, le remplacement des transformateurs grillés ont été expliqués comme échéance en cours. L'électrification des villes de l'intérieur du pays est un autre facteur qui se réalise. Nous avons créé le projet Capitale Régionale qui nous a permis aujourd'hui de donner le courant électrique aux villes de Farana, Zérekore, Kankam et Bogé. Il y a le projet d'électrification des 29 préfectures de la République. Dans ce cadre, la Guinée a obtenu un don de 22 groupes que le gouvernement chinois a donné. Les travaux de réalisation des abris groupes sont exécutés à plus de 50%. Les DG entendent mettre en place une nouvelle politique financière liée à la facturation. L'électricité devra être consommée sur la base des compteurs prépayés. C'est pour résoudre les problèmes de trésorerie et mettre fin à l'utilisation irrationnelle du courant. L'électricité de Guinée a enfin donné des statistiques témoignant de l'amélioration du secteur de l'électricité sous le régime actuel. 72% de desserte contre 36% en 2010, 18 heures d'alimentation contre 6 heures en 2010.
Autre facette de l'actualité, l'université unique célébrera le 22 décembre prochain les 25 ans de sa création en prélude de ce 25e anniversaire. Elle a organisé ce samedi une conférence scientifique sur l'environnement animée par Dr Mamadou Billo Diallo, expert en environnement. Cette conférence a mobilisé étudiants, professeurs et responsables de l'institution universitaire. Ben Oumar Silla, compte rendu. Les méthodes de protection de l'environnement, le réchauffement climatique, l'évolution vertigineuse des catastrophes naturelles et la perturbation du cycle de l'eau ont été entre autres questions abordées par le conférencier et les étudiants. Le choix de ce thème n'est pas fortuit quand on sait qu'aujourd'hui la protection de l'environnement est une préoccupation mondiale. Pour le fondateur de l'université unique, cette conférence vise à qualifier ses étudiants dans le domaine de la protection de l'environnement. L'environnement, d'abord, c'est notre avenir. Il faut s'en préoccuper dès maintenant. Il faut savoir qu'il y a des dispositions à prendre pour que demain, on ne regrette pas les actions que nous posons aujourd'hui. Et l'université vraiment est le meilleur cadre pour échanger sur des thèmes aussi importants que l'environnement. Voilà pourquoi nous avons, en introduction donc de cette fête-là, nous avons invité ce monsieur-là pour qu'il vienne vraiment parler de l'environnement avec les étudiants. Selon les études réalisées par les experts, l'augmentation du dioxyde de carbone et du méthane de 30 à 150% est à l'origine du réchauffement climatique observé ces dernières années sur la planète Terre. Pour le conférencier, il faut rationaliser l'utilisation des ressources. C'est une réalité, on ne peut plus occulter cette réalité et dire que le changement climatique c'est quelque chose de théorique. On se rend compte que même chez nous en Guinée, ici, la pluviométrie baisse. Si on ne prend pas de solution radicale maintenant, on risque d'avoir des surprises dans l'avenir. Si je vous dis, vous, en tant qu'individu, dans ce cas, qu'est-ce que vous pourrez faire? C'est qu'il faut éviter d'acheter des véhicules qui consomment trop d'énergie, de carburant. Qu'on essaie aussi de rationaliser l'utilisation de nos ressources. Parce que le développement durable, c'est l'utilisation des ressources que nous avons, tout en laissant ces ressources-là aussi pour les générations futures. Dans sa communication, Dr Billo a rappelé le non-respect du protocole de Kyoto de 1997, un protocole qui engage les pays à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, le constat révèle que le continent africain est le plus pollué de la planète, alors qu'il produit moins de gaz carbonique. Le conférencier en a appelé à la prise de décisions par les autorités guinéennes quant à la gestion des ordures. Considérons la rue comme chez nous aussi. Il faudrait que les gens arrêtent de jeter les ordures dans la rue. Il faudrait que nos maires et nos communes aussi essaient de faire de telle sorte qu'on puisse avoir des poubelles. Ce n'est pas un budget extraordinaire. L'université unique, première institution d'enseignement supérieur privé du pays, aura 25 ans le samedi prochain. Étudiants, professeurs et responsables sont mobilisés pour célébrer ce qu'ils appellent 25 ans de succès en apothéose. Je vous le disais en titre, ils sont souvent à tort victimes de tous les préjugés et marginalisés par la société. Ils, ce sont les albinos et les handicapés. Les premiers sont des personnes issues de couples noirs mais qui naissent avec une peau blanche, souvent maculée de taches, faute d'avoir reçu de la mélanine. Les seconds sont des personnes ayant une déficience physique ou morale, souvent due à certaines pathologies. Eh bien, certains éléments de ces deux couches vulnérables regroupés en association sont montés au créneau pour dénoncer les discriminations dont ils font l'objet. Les albinos et les handicapés en quête d'une meilleure perception par la société. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Aguira Touba. Les personnes vulnérables sont nombreuses en Guinée, parmi elles les albinos et les handicapés. Ces deux couches ont de sérieux problèmes d'intégration sociale. Quand je faisais l'école primaire à ma 100 ans, la stigmatisation était au niveau surtout de mes collègues. Souvent même moi, j'avais une place unique qui était toujours devant pour compte tenu de la vision. Et quand on sortait pendant les heures de récréation, certains ne s'approchaient pas à moi. Une fois tu es né handicapé, en fait c'est un désespoir qui vient en toi. Tu te dis que ce n'est pas la peine d'étudier maintenant, de rester comme ça. Un rejet que Lanciné et Mariama ont pu surmonter au fil des ans et finir leurs études grâce au soutien de leur famille. J'avais un moral qui était un peu remonté par mon papa qui disait tout d'accepter, qui me supportait à tous les plans. J'avais des jouets partout, donc
eux qui me disaient, mon fils, tu ne peux que réussir à l'école, tu ne peux pas faire la mécanique, la menuiserie, la maçonnerie. Compte tenu de la fragilité de la peau, on ne peut pas faire les travaux durs. Et compte tenu avec ces travaux-là, ils ne font que sur le soleil. C'est l'école que tu peux réussir. Et je ferai tout pour que tu réussisses. Maman ne m'a pas du tout lâché parce que pour encourager une personne handicapée, c'est pas facile. Nous sommes 4 jumeaux. Comme les parents au village, ils se sont dit que je suis le sacrifice des 3 autres. Donc c'était plus la peine de m'aider, que je ne serais plus comme les autres, quoi. Mais tous n'ont pas cette chance. Ils sont nombreux à ne pas pouvoir finir le primaire et avoir un emploi. Ils ont des problèmes de santé, de logement et même pour fonder un foyer. La plupart survivent dans les rues de Conakry. Dans la plupart des cas, ces enfants albinos, même s'ils commencent les écoles, ils ne continuent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont victimes d'une pression sociale qui est déclenchée par l'ignorance de la population de leur existence. Donc, s'ils ne sont pas assistés de manière particulière, quoi qu'ils soient intelligents, ils peuvent abandonner l'école. Et quand ils abandonnent l'école, à un certain moment, ils deviennent mendiants, comme nous vivons aujourd'hui. Sur le plan social, il y a des cas, par exemple, où un garçon albinos se présente dans une famille pour demander la main, n'est-ce pas, d'une fille en mariage. S'il n'y a pas de relation familiale, c'est un problème qui est difficile. Même si ça se fait, mais à la longue, s'il n'y a pas de moyens, ça peut vivre, n'est-ce pas, de grandes difficultés. La plupart ici à Conakry, de ces adultes albinos, ils ont difficilement l'allocation. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ah, c'est des gens qui ne font rien, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de métier, donc quand je vais loger chez moi, comment il va payer ma maison? La petite personne des personnes handicapées à la société, qu'il s'agisse de travailler, d'aller à l'école, de consulter un médecin ou de se présenter à des élections est limitée ou exclue. Non pas parce que ces personnes ont une déficience, mais à raison de divers obstacles qui peuvent inclure des barrières physiques. La première chose que s'empressent de faire les parents, c'est de tout faire pour que cet enfant ne puisse pas être suivi. Parce qu'ils considèrent cela comme une calamité, voire une tare ou bien une honte. Donc, dès la naissance de l'enfant, dans les hôpitaux eux-mêmes, quelquefois on le prive de tout, on le laisse abandonner à lui-même, dans l'intention de le liquider physiquement. Cette marginalisation est souvent due à l'ignorance et à la méconnaissance des droits des albinos et des personnes handicapées. Pour éveiller les consciences et lutter contre les préjugés, le Repacide et la Fondacia ont récemment pris leur bâton de pèlerin pour sillonner les 5 communes de Conakry. Le Repacide pour parler des droits des personnes handicapées au nombre de 1 350 000 selon le dernier rapport de l'OMS et la Fondacia pour entamer le recensement des albinos afin de pouvoir leur venir en aide. Résulte des dispositions universelles des droits de l'homme du 10 décembre 1948 dit « Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés sans distinction aucune. Tous sont égaux devant la loi et on doit sans aucune distinction à une égale protection de la loi. » Ce recensement, c'est pour identifier ces personnes afin de pouvoir planifier des actions en leur faveur. Parce que si on ne connaît pas comment ils sont, où ils vivent, et ils sont au nombre de combien, nous ne pouvons planifier aucune action qui peut leur être profitable. Et nous sommes là-dessus parce que ce n'est pas seulement Conakry qui est la Guinée. Nous devons faire ce recensement-là à l'intérieur de tout le pays pour que nous puissions réellement savoir combien de personnes vivent en Guinée, qu'on dit albinos, qui ont besoin de notre assistance. À la date d'aujourd'hui, avec le recensement de les 5 communes, on a réussi à identifier 449 personnes. Contrairement aux personnes handicapées, les albinos doivent se battre pour avoir une loi qui les protège. Un projet de loi toujours en étude. Une protection afin que les albinos guinéens ne subissent pas les mutilations de leurs semblables tanzaniens en Afrique centrale, victimes des superstitions et des fausses promesses des charlatans. La création du ministère aux droits de l'homme redonne espoir aux albinos et aux personnes handicapées. Espoir que bientôt, ils seront traités au même pied d'égalité que tous les autres Guinéens. SOS pour les handicapés et les albinos, grand format signé Aguirre Touba.
Prenons maintenant la direction de la préfecture de Dubreuil qui a abrité hier vendredi un atelier de réflexion sur la communication institutionnelle. C'est une initiative de Search for Common Ground qui s'inscrit dans le cadre de la réalisation du projet dénommé Les radios guinéennes au service d'élections législatives participatives, transparentes et crédibles. C'est un reportage de notre envoyé spécial, Tirankin Dongo. C'est dans le cadre du projet des radios guinéennes au service d'élections législatives, participatives et crédibles initié par l'ONG Search for Common Ground en étroite collaboration avec la cellule de communication de la Commission électorale nationale indépendante CENI que s'est tenu à Dubreuil un atelier de réflexion qui avait pour thème élections législatives, participatives et crédibles en Guinée. Il a pour objectif l'élaboration de façon harmonisée et concertée une stratégie de communication qui soutiendra l'image de la CENI à l'endroit des parties prenantes au processus électoral, de garantir la transparence de la CENI par le biais d'une bonne et régulière communication, de procéder à l'harmonisation des messages d'éducation civique envers la population, ainsi la mise en place d'un mécanisme en vue d'atteindre la population à la base afin d'accroître leur prise de conscience et de leur participation citoyenne au processus électoral. La transparence est un moyen majeur de réduction des contentieux électoraux. Au titre des dispositions pratiques, le processus de transparence est un mécanisme d'observation, de participation, de suivi et de contrôle du respect des lois dans l'organisation des opérations électorales pour aboutir à une crédibilité du suffrage et acceptation des résultats. C'est la participation massive aux élections. À cet égard, le taux de participation est toujours calculé dans la publication des résultats. Au cours de cet atelier, le modérateur est largement revenu sur quelques principes de la CENI, à savoir: il n'y a pas de démocratie sans presse libre. Il est essentiel d'informer les électeurs, les citoyens, sur les processus électoraux et les activités de l'institution qui l'organise. La commission doit nommer les responsables et assurer leur formation, leur sécurité aussi. La commission doit être un modèle de transparence. Ses activités et ses décisions doivent être publiques. Toute décision de la CENI doit être publique et transparente. Cette rencontre de réflexion organisée par l'ONG Search for Common Ground a connu la participation de certains organes de la presse publique et privée. Elle a permis aux participants d'échanger sur la gestion de la production et la diffusion des spots, des sketchs, des messages d'éducation civique de la population en harmonie avec le chronogramme de la CENI. Restons toujours à l'intérieur du pays, plus précisément à Bofa. Là-bas, la production du sel solaire a le vent en poupe, très fin et utilisé pour la consommation et le traitement de certaines maladies. Ce sel contribuerait également à la lutte contre la pauvreté dans cette localité. Les producteurs de cette substance ont même ingénieusement conçu des machines broyeuses pour accroître leurs revenus. Reportage signé Fanli Gilavogui. La production du sel est l'une des activités les plus pratiquées ici à Bofa. Le sel produit dans cette localité est une nouvelle variété. Il est de couleur blanche et très fin. Certains l'appellent sel iodé ou sel solaire, d'autres en revanche l'appellent le sel de Guinée. Mais comment est-il obtenu? Elle consiste à aménager le site. Et sur ce site-là, on pose des bâches. Elles viennent récolter la quantité d'eau salée pour venir verser sur les bâches. Avec l'effet du vent, du solaire qui conduisent à l'évaporation. Donc 2 à 3 jours, le sel est cristallisé. On obtient maintenant les cristaux de sel sur la bâche. La seconde méthode, le marais salant, ça aussi c'est un système de vase communicant. Là, les femmes ne prennent plus l'eau salée à partir du seau, mais il y a un système de vase communicant pour alimenter justement la surface de récolte en eau salée. Dans le but d'accroître leurs revenus et d'améliorer leurs conditions de travail, les producteurs de sel ont aujourd'hui conçu une machine appelée le moulin. Son rôle est de broyer les cristaux pour obtenir le sel solaire. Une fois le sel dans cette trémie-là, elle est broyée à l'aide du groupe que vous voyez, le moteur à côté. Cette machine-là doit être tenue propre. Il faut rincer avec de l'eau pour éviter que la rouille s'installe. Comme le Guinéen n'est pas habitué au sel de gros cristaux, cette alternative-là est venue accompagner les producteurs. Aujourd'hui, tous les producteurs ont la capacité d'obtenir cette broyeuse-là.
La production du sel iodé est très florissante ici à Bofa Centre. L'activité permet aux producteurs d'améliorer leurs conditions de vie et de maintenir l'équilibre social. Ce sel est aussi utilisé dans le traitement de certaines maladies comme le goitre. Les producteurs soucieux du développement rural se sont organisés en coopérative et la plus performante dans cette localité est Kogesi, coopérative de sel solaire de Siranka. Et se fait ça depuis en 2000. Ça nous donne le progrès. D'abord, ça nous permet de lutter contre la pauvreté et ça nous permet de construire les maisons pour nous, de préparer l'avenir de nos enfants. Les coopératives de sel de la préfecture de Bofa ont une ambition, celle d'approvisionner les marchés locaux en sel iodé et d'améliorer les techniques de production. Pour y arriver, elles demandent le soutien du gouvernement et d'autres partenaires. C'est ainsi que se referme cette édition d'information que vous pouvez également retrouver sur notre site internet www.groupeevasionguinée.info. Merci de votre aimable attention. Excellent week-end à tous et à toutes. Bonsoir.